Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, est à Yamoussoukro où il vient de rencontrer les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Une rencontre qui a lieu dans le cadre de la campagne référendaire débutée le samedi 22 octobre dernier et ce jusqu'au 28 octobre prochain. Ce 24 octobre, c'est la journée mondiale de lutte contre la poliomyélite et la Côte d'Ivoire n'a pas enregistré de cas depuis juillet 2011, mais elle maintient la vigilance afin d'éviter de nouveaux cas vu la persistance de la maladie dans certains pays de la sous-région. L'actualité, c'est aussi le Cameroun où le président Paul Biya est rentré hier dimanche après la catastrophe ferroviaire qui a endeuillé son pays. Il a décidé par un décret 24 heures de deuil national ce lundi. Voilà pour le sommaire. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Nous sommes lundi 24 octobre 2016 et c'est la troisième journée, le troisième jour de la campagne référendaire. Un référendum qui, je le rappelle, aura lieu le 30 octobre prochain sur toute l'étendue du territoire national. Et ce lundi matin, toujours dans le cadre de cette campagne référendaire qui a commencé samedi dernier et ce jusqu'au 28 octobre prochain, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, était à Yamoussoukro pour une rencontre avec la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Je vous propose d'écouter le chef de l'État à l'occasion de cette rencontre. Il évoque ici combien le projet de constitution est garant de cohésion sociale tout en répondant aux questions essentielles de la vie de notre pays. L'esprit de l'avant-projet, qui est devenu le projet de constitution, est de renforcer la cohésion sociale, d'assurer et de garantir la paix et la stabilité à notre pays, l'égalité entre tous les citoyens, la modernité et le développement pour le bien-être de chaque Ivoirien. Cet avant-projet de constitution a été adopté en séance plénière par les parlementaires, ouvrant ainsi la voie à l'organisation d'un référendum prévu le dimanche 30 octobre prochain. Majesté, honorable chef traditionnel, au lendemain de ma réélection à la tête du pays, je me suis engagé à bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle, une nation forte, un pays stable et moderne, dont les institutions concourent à la croissance économique et au progrès social. Le projet de constitution jette les bases de cette Côte d'Ivoire nouvelle, en lui donnant l'occasion de tourner définitivement la page des crises successives que notre pays a connues et de sceller un nouveau pacte social. Notre objectif principal est de donner à notre pays un acte constitutionnel qui renforce les droits et devoirs de tous les citoyens et apporte des réponses appropriées aux attentes de nos concitoyens. Et je vous le disais en titre, ce 24 octobre, c'est la journée mondiale de lutte contre la poliomyélite et la Côte d'Ivoire peut se vanter de n'avoir pas enregistré de cas depuis juillet 2011, une performance qui lui a valu d'être déclarée par l'OMS pays libéré de la polio. C'était il y a un an. Mais loin de dormir sur ses lauriers, la Côte d'Ivoire maintient la vigilance afin d'éviter de nouveaux cas vu la persistance de la maladie dans certains pays de la sous-région. Sita Soro. Novembre 2015, la Côte d'Ivoire est déclarée pays libéré de la poliomyélite. Cette mesure est l'aboutissement d'un processus de longue haleine et beaucoup d'efforts de la part du gouvernement avec le programme élargi de vaccination PEV. Depuis de nombreuses années, l'État de Côte d'Ivoire a fait de la lutte contre la polio l'une de ses priorités afin de bouter hors des frontières ivoiriennes cette maladie invalidante. De 1994 à 2011, on n'a dénombré que 114 cas. La persistance de la maladie dans certains pays de la sous-région tels que le Nigeria a freiné un tant soit peu cet élan d'éradication. Pour freiner la maladie, des campagnes de vaccination conjointes ont été menées avec certains pays. Il y a eu des campagnes de vaccination, on parlait de JNV, Journée nationale de vaccination, et la vaccination aussi de routine. On fait des vaccinations qu'on appelle synchronisées. On l'a fait en Côte d'Ivoire
au Burkina, au Mali, dans tous les pays qui sont dans le même bloc, on fait la vaccination en même temps. De sorte que si même un enfant doit voyager d'un pays à un autre, cet enfant-là puisse avoir accès à la vaccination pendant cette période. Depuis juillet 2011, aucun nouveau cas n'a donc été enregistré en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a préconisé en juillet 2015 l'introduction en Côte d'Ivoire du vaccin antipoliomyélitique inactivé VPI pour des vaccinations de routine. Une initiative pour débarrasser le pays de la poliomyélite. Environ 650 000 enfants ont été pris en compte par cette vaccination. Elle signalait ainsi le début de la phase finale des efforts d'éradication de la poliomyélite. La tendance que nous avons dans la lutte contre la poliomyélite, c'est d'utiliser le vaccin polio oral au début, une goutte de polio dans la bouche des enfants selon le calendrier. Et ensuite, lorsqu'on a atteint le stade que nous avons actuellement, pays libre de poliomyélite, on passe à la phase de polio injectable. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire peut se féliciter d'avoir accompli une prouesse, mais la vigilance doit rester de mise. Ce que nous devons faire, c'est d'avoir un bon système de surveillance épidémiologique pour détecter toute l'apparition d'un cas éventuel de poliomyélite. L'autre chose qu'il faut maintenir, c'est la vaccination. Tout enfant qui naît dans ce pays et dans les pays africains et partout, doit avoir accès à la vaccination contre la poliomyélite. Les vaccins sont disponibles, les vaccins sont gratuits. Depuis 25 ans, le 24 octobre est déclaré Journée mondiale de lutte contre la polio, avec pour objectif éradiquer la poliomyélite. Le stress, lui, est devenu l'une des principales causes de consultation dans nos hôpitaux. Comment et pourquoi se manifeste-t-il? Comment réduire l'impact du stress sur la santé physique et morale de ceux qui en souffrent? Élément de réponse maintenant dans ce reportage signé Franck Quadio. Le centre de santé, Sylvia s'y rend rarement, mais ce matin, la jeune travailleuse doit s'y résoudre. La pression de son activité professionnelle a fini par avoir raison de sa santé. Ces derniers temps, je dors peu, je me réveille un peu tôt, vu mon emploi du temps. C'est pour ça que j'ai lié mon mal au stress. Un malaise dû au stress, une raison entre autres de la fréquentation de nos hôpitaux. Des cas gérés par ce médecin intervenant régulièrement en entreprise. Les principales causes du stress sont la surcharge de travail, le manque d'objectifs bien définis en entreprise, les horaires décalés, les conflits au niveau de la hiérarchie, c'est-à-dire les conflits de relations entre patrons et employés, et enfin le manque d'autonomie en entreprise. Le stress. Situation d'anxiété débouchant sur des troubles organiques causés par l'inadéquation entre la tâche à accomplir et les possibilités de réussite. Il trouve aussi sa source dans certaines difficultés du quotidien. Lorsque tu as des problèmes de finances peut-être, un petit problème, un souci à la maison, arriver au travail, ça peut te pousser à avoir le stress et puis tu fais mal ton travail. Le stress aigu est circonstanciel, mais le stress chronique dure dans le temps et débouche sur des pathologies plus ou moins sévères, telles les troubles du comportement et du sommeil, ainsi que le diabète. Le rôle du médecin est donc de savoir prendre en charge ce type de malade. Le but du médecin, c'est de soigner le malade et non la maladie. Donc à la dimension physique de la prise en charge, il y a aussi la dimension psychologique. Il faut écouter le patient et vérifier si dans son histoire ou dans ses habitudes, il n'y a pas cette notion de stress-là qui pourrait expliquer les signes qu'il présente aujourd'hui. Comment prévenir le stress en entreprise? Il y a quelques pistes. Au sein de l'entreprise, nous recommandons ce qu'on appelle les cellules d'écoute. La cellule d'écoute, elle est pluridisciplinaire. Elle devrait prendre en compte un responsable des ressources humaines, un responsable des employés, donc les responsables syndicaux s'il y en a. Mais attention, à chaque type d'activité, son lot de stress, mais de plus en plus le ministère de la Santé, à travers le Programme national de la santé mentale, donne des outils aux praticiens. Le médecin reste médecin, mais seulement il faut aussi que les patients comprennent, je ne vais pas à l'hôpital pour prendre des médicaments, je vais à l'hôpital pour prendre des conseils pour gérer mon état de santé. Le médecin, l'infirmier, le sage-femme ne sont pas obligés de guérir, mais doivent assistance à celui qui souffre. C'est celui qui souffre qui a les médicaments qui décide si je vais guérir ou non. Intégrer la dimension psychologique à la prise en charge médicale, l'angle principal d'ailleurs de la santé mentale,
Après la poliomyélite et le stress, intéressons-nous à présent aux douleurs chroniques et leur prise en charge dans les hôpitaux et établissements sanitaires. Cette préoccupation était au centre d'une session de formation internationale qui s'est tenue ici même à Abidjan. C'était à l'initiative de la Société ivoirienne de neurochirurgie, appuyée par les UFR de sciences médicales d'Abidjan et de Bouaké. Les médecins et les personnels soignants ont pris une part active à cette rencontre qui a réuni des experts ivoiriens mais aussi de la sous-région et de la France. Serge Collier. La douleur, expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, est un phénomène qui touche à tous les individus et concerne toutes les spécialités médicales. Sa prise en charge constitue une priorité pour les médecins, les soignants et les décideurs en Afrique subsaharienne aujourd'hui. Cependant, plusieurs réalités font entrave à sa bonne pratique. On peut citer le manque de centres spécialisés, le faible accès aux traitements antidouleurs de base tels que la morphine. Il faut également souligner une méconnaissance des professionnels de la santé dans la prise en charge de la douleur. C'est pour apporter des solutions à cette situation que la Société ivoirienne de neurochirurgie a organisé ce premier cours international autour du thème « L'actualité sur la prise en charge des douleurs chroniques ». C'est pour donner une formation à nos jeunes futurs spécialistes. C'est pour sensibiliser la communauté médicale ivoirienne pour qu'on mette en place une stratégie de lutte contre la douleur. Parce que vous savez que la douleur, c'est la première cause de consultation. Organisé avec l'appui des UFR des sciences médicales d'Abidjan et de Bouaké, ces cours ont été dispensés par des experts des deux universités et des professionnels de la douleur venus de la sous-région ouest-africaine et de la France. Infirmiers, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, médecins et psychologues ont participé à cette formation. Plusieurs sous-thèmes ont été abordés au cours de ces 2 journées d'enseignement, entre autres les céphalées chroniques, la douleur en neurochirurgie, la douleur en cancérologie, la douleur en rhumatologie et les douleurs périnéales. Voilà pour le chapitre santé de ce journal. Mettre fin à la piraterie maritime et au trafic de drogue sur leurs côtes respectives, c'est là le vœu cher aux pays membres de l'AMOAC, l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. L'Union européenne a dans ce cadre mis en place le projet CRIMGO, dont l'objectif est entre autres de renforcer les capacités nationales et la coopération. 18 stagiaires issus de 7 pays de l'AMOAC viennent de participer à la dernière session de formation de ce projet. Issaïeo, témoignage. Le projet CRIMGO, initié par l'Union européenne depuis 4 ans, a pour objectif de doter les pays de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre d'une véritable politique maritime régionale et de formation afin de lutter efficacement contre la piraterie maritime et les trafics de drogue. 18 stagiaires issus de 7 pays africains, dont la Côte d'Ivoire, formés dans le cadre de la dernière session de ce projet, viennent de recevoir leur diplôme. On nous apprend comment mettre en place des stratégies pour la sécurité maritime au sein du golfe de Guinée. Alors ce que moi je voudrais, c'est que vraiment toutes les connaissances que nous avons apprises, que ces connaissances nous les mettions en pratique dans nos pays. Le monde maritime est très mouvant. Il va pratiquement à une vitesse, je pourrais dire, cybernétique. Les formations que nous avons reçues ici nous permettront à coup sûr d'être en phase avec ce monde très dynamique. La sécurisation des routes maritimes est un véritable défi pour tous les pays du continent. C'est pourquoi le représentant du ministre des Affaires étrangères se réjouit des résultats obtenus grâce au projet CRIMGO. La majorité de nos importations et exportations transitent par les corridors commerciaux les plus stratégiques. C'est pourquoi je tiens à rendre un hommage appuyé à l'Union européenne qui, à travers des initiatives comme le projet CRIMGO, offre des opportunités de formation indispensables à nos États pour le renforcement des capacités de développement. Le projet CRIMGO ayant pris fin, l'Union européenne vient d'initier le projet GOGIN pour poursuivre la lutte contre la piraterie maritime dans le golfe de Guinée. Pour ceux qui en ont fait la demande, le retrait des cartes nationales d'identité est effectif dans les centres d'enrôlement. À ce jour, 1 million de cartes environ ont été distribuées, mais il en reste encore des milliers dans les centres qui attendent d'être retirés. D'où cet appel du directeur général de l'ONI, l'Office national d'identification aux retardataires. Appel lancé au micro de notre reporter Herman Niamier. Office national d'identification ONI Plateau.
Dans cette salle, des milliers de cartes nationales d'identité sont stockées. Dehors, sous les hangars, les candidats au précieux sésame attendent d'être reçus. Je suis ici pour retirer ma carte nationale d'identité. Ils ont dit d'attendre jusqu'à 13h30 pour retirer. Donc c'est pour ça que je suis en train d'attendre. Il y a des personnes qui sont venues après moi. Ces personnes ont été déjà reçues. Il y a d'autres qui ont déjà eu leurs pièces, ils sont déjà partis. Bon, disons peut-être même qu'ils sont déjà arrivés à la maison. Mais depuis moi, je suis encore en attente. Malgré la longue attente, ce jeune homme n'aura pas gain de cause. On lui fera savoir plus tard que sa carte d'identité est en confection. Il devra donc faire encore preuve de patience. Cette jeune fille, tout comme bon nombre de candidats présents ici, aura plus de chance. Elle vient de recevoir sa toute première carte d'identité nationale. Ça me plaît parce que je n'ai jamais eu de pièces. De toute ma vie, je n'ai jamais eu de pièces, c'est ma première fois. Donc je ne sais pas ce qu'elle dit, franchement. Je suis contente. Je peux voyager, je peux faire tout ce qu'il y avait avec ma pièce. Bon, j'ai ma pièce d'identité, je pense que je suis légalement citoyen. Donc c'est la seule chose qui me manquait, quoi. Pour éviter que les populations ne se déplacent en vain, l'ONU a mis en place un système de SMS qui informe le postulant de la disponibilité de sa carte. Cette stratégie a permis aujourd'hui à des milliers de postulants de retirer leur carte d'identité. Nous sommes dans une distribution de masse, donc nous avoisinons 10 000 cartes semaines, environ 2500-2300 cartes jours. À ce jour, nous sommes à près d'1 million de cartes distribuées, sur près de 1 700 000 de personnes, de demandeurs. Cette opération de distribution des cartes nationales d'identité s'inscrit dans une campagne d'identification de masse. La distribution des cartes nationales d'identité s'inscrit dans le projet d'accompagnement de la révision de la liste électorale qui a été faite le mois dernier et qui a abouti à l'enrôlement de plus de 300 000 personnes sur la liste électorale et qui a vu 85 000 personnes retirées de la liste parce qu'étant des cas de décédés. Nous avons vraiment écourté les délais de traitement et de production de 4 mois, 6 mois. Aujourd'hui, nous sommes au maximum à 1 mois. Pendant que la distribution a lieu, l'enrôlement également continue. L'opération concerne tous les Ivoiriens âgés de 16 ans et plus. C'est d'ailleurs ce qui justifie la présence de cette jeune fille ici. Je suis venue faire ma carte d'identité parce que je viens d'avoir mes 16 ans et c'est mon anniversaire aujourd'hui même. Malgré les nombreux efforts de l'Office national d'identification, des milliers de cartes nationales d'identité attendent encore d'être retirées. Le directeur général de l'ONU invite donc les concernés à se rendre dans les différents centres d'enrôlement pour retirer leurs pièces. Venons-en maintenant au concours Top Projet Scolaire, un concours organisé par le ministère de l'Éducation nationale à travers son programme Éducation financière. Il a pour but de préparer les élèves de 10 à 17 ans des lycées et collèges à la culture de l'entrepreneuriat. Le lycée moderne d'Adzopé a remporté la finale de cette deuxième édition qui a lieu ici à Abidjan en présence des ministres Kandia Camara et Anzoumana Moutaye et sous le patronage de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Chantal et Ouman Akandan. C'est l'équipe du lycée moderne d'Azopé qui a été déclarée vainqueur du concours Top Projet Scolaire. Il s'agissait pour les 4 équipes compétitrices de présenter un projet sous le thème agrobusiness, montage de business, plan d'un projet de culture hors sol. Le projet du lauréat du concours sur la culture hors sol du piment a séduit et convaincu le jury. Nous avons proposé le projet de la culture du piment hors sol, du piment bec d'oiseau. Et nous comptons réaliser ce projet car c'est un projet très rentable et réaliste. C'est notre première participation à Top Projet Scolaire. Nous comptons vraiment améliorer notre capacité. L'année prochaine, ça sera vraiment une réussite pour nous. Le but de ce concours est de s'aimer la graine entrepreneuriale chez les élèves de 10 à 17 ans en leur inculquant des notions économiques et financières. La ministre Kandia Camara et son collègue Anzoumana Moutaye ont encouragé les participants à s'approprier la culture entrepreneuriale. Il importe donc de développer la culture entrepreneuriale chez les jeunes. Pour ce faire, nous avons intégré l'apprentissage de l'entrepreneuriat dans les emplois du temps scolaire à la faveur de la réécriture des curricula. Il en est de même pour la promotion de la culture financière
à travers le concours Top Projet Scolaire. Nous pensons que c'est de bonnes initiatives, mais ces initiatives ont besoin d'être accompagnées. Au niveau du ministère de l'Entrepreneuriat national, nous avons fait adopter un texte par le gouvernement qui parle des structures d'accompagnement du programme entrepreneurial et dans lesquels il y aura des mesures d'accompagnement du gouvernement pour ce genre de programme. Au cours de ce concours, les participants ont délivré des messages de sensibilisation sur les thématiques de cybercriminalité et de corruption. Le lauréat 2016 de la deuxième édition de Top Projet Scolaire est reparti avec un prix de 4 millions de francs CFA offert par le sponsor. 6 millions de francs CFA, c'est le coût total de cette action sociale d'un opérateur économique de Méagui dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Il vient de soulager plusieurs parents d'élèves de la localité en faisant don de kits scolaires à des dizaines d'enfants du primaire. Honorine Agnigori pour en savoir plus. Des kits scolaires pour mieux aborder l'année académique 2016-2017. C'est ce que viennent de recevoir les meilleurs élèves du primaire de la ville de Méagui. Ils sont ainsi récompensés par l'opérateur économique Souleymane Zébré pour leurs brillants résultats scolaires obtenus l'année précédente. Coût de ce geste, plus de 6 millions de francs CFA. Vous faites la fierté de notre ville. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu personnellement à être présent pour vous féliciter de vive voix pour le travail de cette année scolaire. L'inspection de l'enseignement primaire de Méagui compte 14 000 élèves repartis dans 12 écoles primaires. Le ministère de l'Éducation nationale expérimente depuis près de 3 années dans des lycées pilotes de l'intérieur du pays l'introduction de l'agriculture dans les programmes scolaires. Le bilan partiel des premiers résultats obtenus a fait l'objet le week-end dernier à Coupé d'une journée promotionnelle de l'enseignement de l'agriculture. C'était en présence d'une délégation du ministère de l'Éducation nationale ainsi que des autorités politiques et administratives de la localité. Charles Tatou, RTI Boaké. Initié par l'organisation non gouvernementale Save the Children avec un financement de l'Institut Jacob Fondation, le projet d'introduction de l'enseignement agricole dans les programmes scolaires a obtenu l'appui du ministère de l'Éducation nationale. Selon Efi Imbra, directeur de la vie scolaire, vu les résultats probants des 3 années d'expérimentation au lycée Le Planteur d'Acoupé, la vulgarisation de l'enseignement agricole sera bientôt effective dans les autres lycées et collèges. L'agriculture a une place dans l'emploi du temps. Cette initiative permet aux enfants d'apprendre le métier de l'agriculteur. Mais au sein du métier de l'agriculteur, il y a plusieurs métiers. Il y a le phytotraitant qui va utiliser les engrais bio. Il y a aussi le semencier qui va choisir la semence. Donc, il y a tout un ensemble de métiers que les enfants vont découvrir. Cette journée promotionnelle de l'agriculture à l'école a été l'occasion pour les différents partenaires techniques de présenter certaines innovations technologiques agricoles telles que les cultures hors sol, les systèmes d'irrigation et autres semences contre saison. Une visite guidée des différents champs et espaces agricoles réalisé par les élèves a mis fin à la journée. Le PAPS, le projet d'appui au système national de planification et de statistique, avec le soutien financier de l'Union européenne, a lancé l'élaboration du plan régional de développement de Bouéké, un projet pilote qui doit prendre en compte les aspirations et attentes des populations en matière de développement, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du PND, le plan national de développement 2016-2020. Les premières données ont été présentées aux populations des départements de Botro, Sakassou et de Béoumi. Soro Corona, Kader Sogodogo, nos confrères de RTI Boaké. Mettre en œuvre des plans sectoriels et locaux de développement prenant en compte les grands enjeux nationaux. Écoles primaires, collèges de proximité, centres de santé, électrification, adduction en eau potable et infrastructures routières. Tel est l'objectif principal du plan national de développement 2016-2020 adopté en décembre 2015. Un plan qui passe par l'élaboration de plans régionaux de développement. Le projet d'appui au système national de planification et de statistique, PAPS, financé par l'Union européenne, a lancé le projet pilote du plan directeur local.
La région de Gbeke a été choisie pour conduire cette phase pilote. Le plan, c'est une boussole. Quand on n'a pas un plan de développement, on navigue à vue. On gère un peu au petit bonheur la chance. Comment on peut développer nos régions sans avoir un plan, un schéma directeur? Dans le cadre de la coopération internationale décentralisée, on a un plan à présenter. On ne vient pas balbutier, on ne vient pas improviser. Donc ce plan va nous aider non seulement pour dégager les priorités au bénéfice de nos populations, mais en plus également pour recueillir des partenariats sûrs dans les domaines qui ont été identifiés par le plan. Les départements de Béoumi, de Sakassou et de Botro ont reçu pendant 3 jours la visite des experts du ministère du Plan et du Développement et des agents du Conseil régional de Gbeke. Les premières données de ces travaux du projet pilote du Plan régional de développement ont été présentées aux populations des différents départements. Des études qui prennent en compte les attentes et aspirations des populations, les potentialités et contraintes du développement dans la région de Gbeke. Un petit mot de religion dans ce journal. La paroisse Saint-Antoine de Padoue de Lomo dans la sous-préfecture de Tanda a désormais sa grotte. Sa consécration a été faite par l'administrateur diocésain de Bandoukou, Monseigneur Benoît Kwasi. Autorités administratives, politiques, chefferies traditionnelles et populations, toutes étaient présentes lors de cette consécration. Teresta Peyouboui. Une nouvelle page s'ouvre pour les fidèles chrétiens catholiques de Lomo, localité située à 18 km de Tanda, région du Gontougo. En effet, la paroisse Saint-Antoine de Padoue du village a désormais sa grotte mariale, dénommée Notre-Dame de Lourdes. C'est un don d'une fille du village, Jeanne Adaye, qui a décidé de pérenniser l'œuvre entreprise par son défunt père, Pascal Adaye. La consécration de la grotte a été faite par Monseigneur Benoît Kwasi, administrateur diocésain de Bandoukou, en présence de nombreux invités. Monseigneur Benoît Kwasi a saisi l'occasion pour inviter les fidèles chrétiens à ne pas se poser des questions en se rendant à l'église, mais de se laisser totalement dans les mains du Seigneur qui connaît le cœur de chacun. Celui qui donne plus recevra plus, a-t-il dit. Et celle qui invite à faire plus, c'est la Vierge Marie, mère du bel amour. Et c'est cet amour que veut partager Jeanne Adaye par ce don de cette grotte mariale à ses parents, d'où se lèveront désormais des prières pour fortifier la foi des fidèles chrétiens. Présent à cette cérémonie, le directeur général des cultes, Messama Bamba, a encouragé les fidèles de Lomo à demeurer dans l'amour du prochain, la cohésion sociale, l'entente. La cérémonie a été marquée par la remise de dons du parrain Kwasi Adjoumani à la communauté et de la présidente du comité d'organisation aux responsables religieux. Le commentaire était signé Thérèse Tapé Yoboué. Et je vous propose à présent un spectacle de marionnettes dans cette édition. Ce spectacle dénommé Ton pied, mon pied est un appel à l'unité, une initiative de Werewere King, la prêtresse du village Kiyumbok, qui se prépare à représenter le mois prochain la Côte d'Ivoire en Tunisie. Un spectacle de marionnettes pour renouer avec les racines africaines. Intitulé Ton pied, mon pied, il symbolise l'amour et magnifie le corps humain. Chant, ombre, lumière et son mettent en exergue la qualité du travail de création du Kiyumbok. À travers ce spectacle, Werewere King montre l'importance du corps humain et milite pour l'unité de toute l'humanité. Entre les attirances, les attachements, puis les agacements, les volontés d'indépendance. On dit on est ensemble, mais tout souvent on n'est pas ensemble. Et après, quand on n'est pas ensemble, on se rend compte quand même qu'il y a un problème. Donc c'est ma façon à moi d'aborder de manière allégorique tout ce que nous vivons dans notre pays depuis quand même de nombreuses années. Je salue l'équipe d'acteurs et de comédiens et de musiciens qui ont participé à ce spectacle. Je souhaite à cette compagnie théâtrale toute la réussite dans sa tournée prochaine au mois de novembre en Tunisie à l'occasion des journées théâtrales de Carthage. Outre l'avant-première du spectacle de marionnettes,
Ourawere Likim offre à ses invités un concert intitulé Incantation pour le bonheur. La prêtresse du village Ki aura l'occasion de présenter ses 2 spectacles en Tunisie au mois de novembre prochain où elle est l'invitée d'honneur pour magnifier l'ensemble de ses œuvres. Reportage signé Issa Chonan Yeo. L'actualité hors de nos frontières. En bref et en images, le président Paul Biya est rentré au Cameroun hier dimanche après la catastrophe ferroviaire qui a endeuillé le pays vendredi. Il a décidé par un décret 24 heures de deuil national ce lundi 24 octobre. Certaines familles de victimes se sentent abandonnées. Pour elles, le transporteur ferroviaire Camrail n'a pas été à la hauteur du drame. Pas d'oreilles attentives, pas de cellules d'encadrement, pas de manifeste de passagers ou liste de victimes consultables pour faciliter les recherches des familles dans le désarroi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre confiance à notre antenne.